Elle a la voix d'une bonne copine, le débit d'une mitraillette et la vibe d'une bibliothécaire punk. Elle parle aussi bien de Louis XVI que de la tectonique des plaques, du chat de Schrödinger que de la frite. Elle jure qu'elle ne sait rien et pourtant elle nous apprend tout. C'est avec Vulgaire, son podcast drôle et décomplexé, qu'elle a vraiment explosé. Depuis, elle a décliné le format en version jeunesse, en spectacle solo, en BD, en série de podcasts et même en show familial. Aujourd'hui dans Drôle, on reçoit Marine Bausson. Bonjour. Bonjour Marine. Salut Marine. Ouais, bienvenue. On a une star du podcast dans le podcast. Mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oh là là. Mais du coup, on est un peu intimidés. Hein. Ouais, mais je suis très impressionnée par tout votre set. Voilà, je tenais à vous le dire, vraiment, c'est impressionnant. Tout ce qu'il y a, c'est plus impressionnant que dans mon salon. Ouais. Et que France Inter, peut-être ? Non, ça. Non. Oui, si, quand même. Ouais, dommage. C'est plus que France Inter. Plus de France Inter. On visait le level podcast de France Inter, nous, hein, mais bon. Non, j'ai un doute. Un sujet que tu adores, mais que personne ne veut que tu traites. Je dirais les Spice Girls, mais en même temps, peut-être que ça a changé. Peut-être les gens seraient contents d'avoir un Tu podcast. l'as pas traité dans Vulgaire, les Spice Girls ? Non, encore parce que je connais beaucoup de choses et je crois que je serais trop premier degré. Ah oui, t'es trop fan. Je pense que ce serait difficile pour moi de faire des blagues. D'accord. Donc, Attends, pourquoi c'est difficile de faire des blagues sur les Spice Girls ? Parce que je crois qu'on peut rire de tout sauf des Spice Girls avec moi. J'ai constaté que je n'ai pas beaucoup d'humour, c'est-à-dire que je fais des blagues, mais qu'après je donne des informations historiques concrètes. D'accord. Ouais. Donc ça annule tout type de blague possible. Donc, C'est voilà. ta limite en humour, c'est les Spice Girls. On peut rire de ma mère, mais pas tellement de Jerry Halliwell. D'accord, ok. Très bien, on a dans le set Parce que du coup, on va supprimer la question sur les Spice Girls qu'on Absolument. avait pour plus tard. Normal. Tu peux faire un one-woman show dans un seul lieu, un musée, une cafétéria, une grotte préhistorique. Tu choisis quoi ? J'aimerais bien faire ça dans un endroit le mot me vient pas, mais un truc un peu genre sur un toit, genre sur le toit de l'opéra ou sur. D'accord. Je sais qu'il y a eu de mis l'humour en scène par Thomas Joly finalement. et uniquement. Un truc simple, sans chichi. Ouais, un truc mais Ouais. un truc dans un endroit un peu exceptionnel, mais pas exactement à l'endroit exceptionnel. D'accord. Ok, d'accord. Ah ouais. d'accord. Un endroit où le public a le vertige ? Par exemple, dès que le public peut être en difficulté, c'est vraiment ça que je préfère. Le mec soit cramponné à leur siège comme ça. Oui. Et en même temps, ils sont obligés d'être attentifs pour une fois. Ils peuvent pas regarder autre chose, tu vois. Non. Ils sont obligés d'être sur la comédienne. Sur une gondole, tu vois. Sur une gondole, un truc un peu. Une gondole de 300 personnes. Non, une petite gondole, une gondolette. Une gondolette gondole, quoi, à Venise, où t'as 2 personnes, t'as Sol et Mio, et puis en même temps. Et toi, sans tu fais tes blagues. Ouais, pourquoi pas. Bonne idée, très bonne idée. Mais en tout cas, non, mais juste pour revenir sur le truc de l'endroit, ouais, je trouve que sur un toit ou sur un truc où c'est beau et en même temps c'est galère. Je sais pas pourquoi. Je peux pas donner d'explication. Non, j'entends. Moi, je pensais que tu allais nous dire, je sais pas, dans une grotte à Lourdes. Non, alors oui, non, Non. mais bien sûr, je te vois. À côté de Marie Bernadette, je te tout ça, vois là. amener le sujet. Parce Non, que pas du tout. Notre histoire commune nous apporte forcément. Vous allez beaucoup dans des grottes à Lourdes, du coup. Non, c'est mais elle on me qui dit y pas va. tout, hein. Mais non, mais c'est parce que raconte, Olivia, tu le feras mieux que moi. Elle m'a envoyé un miracle par la poste. Exactement. J'ai D'accord. joué mon spectacle à Lourdes, Ok. mais il y a une ville à côté, c'est pas juste la grotte. Enfin, je sais pas si t'as déjà été à Lourdes. Non, mais je vois. Enfin, je sais qu'il y a une ville. Et en fait, j'ai envoyé une carte postale à Olivia et la carte postale est arrivée vierge, sans son adresse, sans ce que j'avais écrit, juste le timbre et c'est tout. Mais la carte postale est arrivée. Et on a essayé parce qu'on s'est dit non mais ça a dû être effacé par de la pluie et tout ça. Ouais. Et non, parce qu'on a écrit un petit truc avec le même crayon, parce que je me rappelais avec quel crayon j'avais écrit. On a essayé d'écrire un truc, on l'a passé sous l'eau assez longtemps et ce n'est pas parti. Donc, pour nous, c'est un miracle. Enfin, non, pour moi, c'est une question. Pour Olivia, c'est un miracle. Ouais, C'est surtout un super motif de blague. Parce que quand elle a, en plus, c'est une carte, je sais pas comment ça s'appelle. Avec des hologrammes, là, voilà, tu sais. un coup Jésus, un coup la Vierge, un coup Jésus, un coup la Vierge. Non, je crois que c'était de la Vierge et pas la Vierge. C'est genre, tac, c'était une apparition. Ah oui ? Ah, c'est possible. Faut que je la regarde. Je l'ai mise sur ma cheminée. Bien sûr. Parce que, évidemment. Et donc, oui, pour moi, c'est surtout une super source de blague. Puisque quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, tu sais, Marine, la Vierge a beaucoup d'humour. Ben ouais. Voilà. Non, mais Et donc, c'est notre Histoire J'ai toujours la complètement carte folle, hein. miraculeuse, ouais. Ça fait 300 fois qu'on la raconte. Mais on commence à être un peu rodés. Hein. On commence à être rodés. L'échange Il y est a bien. Shirley et Dino et puis il y a nous deux. Voilà. c'est un bon sujet, les fantômes. Ouais. L'ésotérisme, les Ouais. phénomènes inexpliqués. T'as fait des vulgaires là-dessus, non ? Sur des trucs ésotériques ? J'ai fait un vulgaire sur la Dame Blanche. Ouais. Pardon.
Et sinon, t'as une petite passion d'âme J'ai une blanche? petite passion pour tout ce qui est vraiment bizarre, chelou. Ah ouais, moi j'évite un peu. Qui fait flipper, etc. Ouais, bah, moi justement j'ai vraiment essayé de... Ah ouais. Bah, là en fait vraiment, en me le disant droit dans les yeux comme ça, tu deviens un peu flippante. Je te le dis parce que c'est exprès, un peu... en fait. Ouais, ça marche très bien. Du coup ça tient les sociopathes à distance aussi. Non, j'ai juste fait la dame blanche, mais j'ai vraiment essayé d'enlever tous les trucs un peu qui font peur, parce que moi ça me terrifie trop. D'accord, donc pas de trucs sur les Donc quelque part tu y crois un petit peu. Ouais. En fait j'y crois sans y croire, c'est-à-dire j'y crois pas, mais en même temps j'y crois. J'y crois quand ça m'arrange ou quand je constate des trucs, parce que après il y a un moment où je me réveillais dans mon ancien appartement. C'était un ancien appartement qui était dans un ancien hôtel, et je me réveillais la nuit et je sentais un visage très proche de moi. Mais attends, mais t'es terrifiée, alors que c'est toi qui m'as dit tu devrais lui demander de partir. Et oui, donc un jour j'avais fait ça, je m'étais réveillée, j'avais dit bon merci beaucoup, mais en fait ça me fait peur, faudrait partir, et depuis c'est pas revenu. Ouais. Non, mais j'ai déménagé aussi. Ah oui, c'est ça. Très vite. Non, mais c'est pas revenu après que tu lui ai demandé de partir quand même ou pas? Oui, parce que je sais qu'il faut leur demander de partir en disant non, ça me fait flipper vraiment, c'est pas drôle, il faut que tu partes. Et donc la personne est partie. Ouais, exactement. Et ne t'a pas suivi? Non. Me porte pas le malheur. non, c'est bon. Non, mais quand on leur parle gentiment, ils partent. Ouais, évidemment. Il ou elle, donc on est content quand même. Ouais, écoute, je suis ravie. Il faut pas oublier, il faut bien être, il ou elle les fantômes, parce qu'il faut vraiment être. Moi, je suis très inclusif. Chez les fantômes. Et encore, j'ai pas dit yel pour les fantômes non binaires. Donc, et on te remercie. Toute la communauté des fantômes LGBT. On ne dit pas une fantôme. Encore une injustice. Fantomette, peut-être. On dit un fantôme, alors que. Ouais. Hein, bah, c'est pour ça que. Bref, est-ce qu'il y a une question qu'on te pose trop souvent et faut arrêter, merci? Alors, c'est pas trop dur d'être une femme dans l'humour? C'est la même pour tout le monde, quasiment. Ah, c'est vrai? Ouais. Quasiment. Oui. Voilà, parce que c'est... on va pas la poser. Voilà, c'est chiant. Donc on n'y répond pas. Qu'est-ce qui fait que tu as bifurqué du théâtre classique vers l'humour? En fait, je crois que j'ai voulu faire de l'humour, et c'est ça qui m'a amené au théâtre classique, au théâtre. Et c'est au théâtre où j'ai commencé à faire ça, et je me suis dit en fait, je crois que ça me plaît pas, mais aussi parce que pendant tout un temps, en fait, quand j'étais à la fac et tout ça, on me laissait entendre que l'humour c'était pas du théâtre, en fait, et que ça valait pas le coup, et que ça valait pas le coup d'être analysé, vu comme un genre à part entière. Et ça a vachement changé, ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et même je le vois, tu vois, je suis retournée là dans mon lycée. Moi, j'ai fait une option théâtre obligatoire, et je suis retournée dans mon lycée parce que c'était l'anniversaire de cette option, et j'ai eu des entretiens avec des jeunes de cette école-là, et eux, ils avaient un rapport à l'humour qui était déjà très très différent du mien, alors que c'était pas si éloigné que ça dans le temps. Il y avait peut-être une dizaine d'années qui s'était passé, mais pour eux, d'un coup, l'humour était beaucoup plus valorisé comme une vraie catégorie, que je trouve et je pense que de plus en plus encore aujourd'hui ça avance vers ça, donc Alors que la comédie est un genre de théâtre. Oui, mais ça reste... en fait, aujourd'hui, les gens qui aiment le théâtre, et qui... en tout cas, le théâtre comme on l'entend, le théâtre plus institutionnel... ce qu'ils aiment en humour, c'est pas l'humour actuel, ou alors c'est des choses très très intellectuelles, ou plus ou moins intellectuelles, en tout cas qu'on donne comme intellectuel, comme par exemple un Vincent de Dienne, on va dire c'est exceptionnel, mais en vrai, si Vincent de Dienne était dans un café-théâtre, est-ce que ces gens-là se déplaceraient vers Vincent de Dienne? Je sais pas, je pense qu'il y a un mais peut-être que je projette, c'est pas forcément vrai ce que je dis, mais je pense qu'il y a un truc de se dire ça vaut le coup, et ça vaut pas le coup, mais qui décide de ça? D'ailleurs, là, récemment, il y a le Théâtre National de Strasbourg qui s'est mis à programmer des humoristes, des gens qu'on connaît, nous. Et est-ce qu'on doit se réjouir du fait que l'humour arrive dans les institutions théâtrales? Je pense que oui. Ouais. Moi, je pense que oui, d'abord parce que c'est une reconnaissance des auteurs, des comédiens, des gens qui font ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même un métier qui est difficile. Et moi, j'ai beaucoup souffert de gens qui m'ont dit ta passion, ton hobby, pardon, en fait, je joue plus que toi. Des gens avec qui j'étais à l'école, quoi. Donc ça me faisait beaucoup souffrir. Et puis je crois aussi que c'est un moyen d'amener
aussi, l'humour reste un moyen pour moi de faire venir des gens dans des théâtres. Et après, si tu programmes de l'humour et que l'humour te plaît, et tu vas te dire peut-être que je peux faire confiance à la programmation et donc aller voir des choses plus pointues en faisant confiance aux gens qui programment. Et pour moi, oui, il faut se réjouir de ça. D'abord parce que pour nous, c'est bien. Et puis pour les gens, c'est bien aussi. Je crois qu'il faut s'ouvrir à tout et puis mais c'est assez rigolo parce que là, j'ai lu le livre de Rose Lamy qui s'appelle Ascendant beauf. Ouais, je l'ai lu aussi. Ouais, et il est vraiment bien et c'est assez intéressant de se dire à quel moment t'es trop beauf. Et moi, en tout cas, je trouve que ça commence à dire en fait, cassons ces barrières-là et juste disons-nous que des gens qui parlent et d'autres gens qui écoutent. En fait, c'est autant du théâtre que... Alors, elle évite le parallèle avec vulgaire, justement. Elle parle pas de vulgaire en tant que tel, mais c'est intéressant de faire de voir le lien entre beauf, populaire, vulgaire, les acceptions qu'on donne. Mais effectivement, dans ta démarche à toi, quand tu as décidé de vulgariser, il y avait la volonté de dire on va faire quelque chose de plus populaire en expliquant plus simplement, en passant par l'humour. J'ai pas pensé comme ça, j'ai pensé à moi bêtement, c'est-à-dire que je disais je ne comprends pas ce qui se passe dans le monde, il faut que j'arrive à comprendre le monde, puisque je veux comprendre le monde, je peux pas prendre un truc hyper large, comme je disais tout à l'heure, la Bretagne c'est trop large, je vais commencer par des toutes petites choses. Donc moi ça c'est vraiment basé sur, franchement il y a plein de choses que je connais pas au quotidien, j'ai l'impression d'avoir comme ça à force en fait, et puis surtout justement par rapport à ce rapport être beauf ou être pas beauf, avoir de la culture générale ou pas en avoir, moi à l'école j'avais des bonnes notes jusqu'à ce qu'il faille que je travaille, enfin je sais même pas si c'est bon, ouais c'est bon, et et dès qu'il a fallu travailler, finalement, dès que j'ai dû aller plus loin dans mes acquis, en fait, je me suis dit c'est trop tard parce qu'en fait, il y a plein de livres que j'ai pas lus, il y a plein de trucs et j'ai eu l'impression qu'il me manquait une grosse partie. Et j'ai réussi à combler pendant longtemps. Et aujourd'hui, je sais que j'ai plus peur. Par exemple, tout à l'heure, je t'ai dit le mot je ne le comprends pas. Ouais. Maintenant, je le dis. Je ne comprends pas le mot. J'ai besoin que tu me l'expliques. Si je veux comprendre la situation, si je veux être en plein pouvoir, j'ai besoin de comprendre. Donc, j'ai besoin qu'en fait, si moi je n'ai pas la réflexion, faut que les gens se baissent à moi. Enfin, en tout cas, soit compréhensible, quoi. Et donc, c'est pas tant un truc de popularité, pas popularité, mais d'aller vers des trucs plus populaires, c'est d'être dans un truc où moi j'ai besoin de comprendre. Ouais, c'était une démarche perso. C'est pas pour les gens que je le faisais au début, c'était pour moi, en espérant que ça fasse rire les gens. Donc c'est pas une posture que tu as adoptée en disant je vais me mettre dans la posture de la fausse ingénue, qui a zéro culture générale, non, ça va me rapprocher des gens qui peuvent être complexés, etc. C'est vraiment une démarche quand un sujet sincère. Me plaît, ou quand un sujet où je me sens suffisamment spécialiste, je ne le fais pas. Parce que ça ne sera pas intéressant, puisque je partirai pas de zéro. Et je le vois, moi, par exemple, l'année dernière, moi j'étais sur France Inter et j'ai reçu un nombre énorme de philosophes ou de spécialistes qui venaient avec leur spécialité, justement. Et moi, souvent, je leur disais, pouvez-vous me l'expliquer à moi qui ne comprends pas? Et pour les gens, souvent, tu te rends compte que quand tu leur demandes d'expliquer, c'est très compliqué pour eux de revenir à la base. Sauf que si moi, j'ai pas la base, je vais pas te comprendre. Et donc, je ne vais pas m'intéresser. Or, ce que tu as à dire est intéressant. Mais c'est pas de leur faute. Parce que eux, ils savent plus, en fait, ce que les gens connaissent ou ne connaissent pas de leur sujet de prédilection. Et tu crois qu'il y a très peu de gens qui leur posent cette question et donc ils sont habitués à avoir des gens en face qui prétendent avoir très très bien compris les 50 premiers pourcents du... Je sais pas comment ils vivent ça dans leur vie. Moi, je dis juste que ça m'est arrivé tout le temps, toute l'année. Il y a même, en l'occurrence, une personne à laquelle je pense, où je lui ai demandé de me vulgariser le truc et il a commencé très bien et très vite il est parti et je n'ai pas compris ce qu'il m'a expliqué. Donc en fait, je n'ai pas compris son livre, je lui demande de me l'expliquer, il ne sait pas le faire simplement. Si tu ne sais pas expliquer ton sujet simplement, c'est qu'il y a peut-être un problème. Oui. Mais où est le problème? Est-ce que c'est moi qui suis pas intelligente ou est-ce que c'est toi qui... Il y a aussi un truc culturel en France, c'est qu'on aime bien se cacher vers des mots spécifiques dans chaque domaine et spécialité. C'est-à-dire que chaque domaine s'est amusé à développer son propre vocabulaire dans une volonté même un peu d'hermétisme. Et je crois que d'ailleurs, au moment de la Renaissance, il y avait cette volonté d'hermétisme, que le bas peuple ne puisse pas avoir accès à la connaissance. Ouais, mais je crois que personne en sort gagnant. Enfin, je partage ça totalement. C'est ce que je ressens. Après, je comprends aussi qu'on puisse être saoulé par des trucs où toi, c'est ton quotidien. Et en fait, en l'occurrence, moi, j'étais France Inter. Enfin, tu vois, donc évidemment que
les gens l'image qu'on a de France Inter, c'est de se dire France Inter, c'est que des intellos qui écoutent, donc forcément c'est que des gens qui vont comprendre. Donc forcément que quand le mec il vient et que t'as la présentatrice qui fait pardon, j'ai pas compris, tu veux m'expliquer, peut-être que c'est pas ce qu'il attendait non plus, voilà. Moi j'accroche vraiment à la démarche, et pour revenir sur cette histoire de vocabulaire, enfin pour avoir moi fait du droit, je me souviens très bien que étudiante en droit, j'avais l'impression d'être master of the world, parce que j'étais capable d'employer des mots incompréhensibles pour des gens qui ne les avaient pas étudiés, et que je me sentais très en sécurité derrière ma barrière. En fait, ce que raconte Rose Lamy, en tout cas dans ce bouquin là, à Santon-Beauf, qui est vraiment super, aux éditions Seuil, n'hésitez pas. C'est retenu. Non, mais en fait, moi, ça m'a fait comprendre une posture dans laquelle j'étais en permanence, c'est-à-dire de me dire tout le temps, je ne sais pas assez, je ne connais pas assez, il me manque des choses, et donc peut-être que j'ai pas ma place. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, j'estime que j'ai ma place. Après, je vois bien que parfois, genre par exemple, un truc très bête, dans le train, je prends le train moi plusieurs fois par semaine. Les gens qui sont là, alors attends, parce que nous c'est voiture 63. Alors attends, parce que là on est voiture combien? Ah ok. Non mais Jean-Michel, tu mets les bagages dessus. Moi je suis là, on peut plus mettre les bagages dessus maintenant. Tu sais, et je vois bien que rien qu'un truc qui moi et mon quotidien, ça me saule quand je vois des gens qui n'ont pas l'habitude. Et développer une expertise ferroviaire, tu veux nous dire? Une très très grosse expertise ferroviaire. On est au master 2 quoi. Ouais, franchement, je te cache pas que. Et t'es pas la première à nous parler de train. Est-ce que c'est en fonction de la typologie des rames? Non, mais tu as en fait non, moi j'ai vraiment une connaissance assez large. C'est vrai que je me spécifie, j'ai une spécificité. Moi, tous les nouveaux TGV, je sais qu'il va y en avoir des nouveaux qui vont arriver. Bon, j'ai hâte de les voir. Tu peux pas trop en parler parce que je peux pas encore en parler. Mais t'as une exclue comme influenceuse ferroviaire ou pas? Alors non, mais je peux te raconter que je suis allée, j'ai fait un truc avec la SNCF et donc j'ai visité des endroits de fou, genre comment on recycle des rails, etc. Donc assez passionnant en fait. Wow. Il y a très peu, par exemple, il y a pas on recycle énormément de rails, mais on ne les perd pas. Il y a aucune perte en rails. C'est-à-dire qu'ils les enlèvent, ils les gardent, ils les mettent 30-35 ans. Après ils les enlèvent, ils les vérifient. Vous me dites si c'est intéressant ou pas. Moi je trouve ça très intéressant. Surtout je suis en train de me dire, tu es la Léna situation de la SNCF et vraiment je suis fière de te recevoir dans ce podcast. Je suis contente que enfin je sois reconnue comme ça. Pour revenir sur l'humour, ça fait à peu près, tu dirais quoi, à peu près 15 ans, c'est ça, que tu fais des blagues, que tu écris de l'humour et que tu joues de l'humour à peu près? J'ai commencé je suis montée à Paris en 2009. Et on est en 2025. 16 ans. Oui, donc ça fait 16 ans. Est-ce que tu penses que ton humour a évolué, que ton style d'humour a évolué, que ta construction a évolué? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, évidemment, mais tout le monde a son... Personne ne fait la même chose exactement. Évidemment, mes sujets, il y a des sketchs que je renie. Ok. Pourquoi tu les renies? Parce que je suis pas d'accord avec ce que je pouvais dire à l'époque, avec ce que je pouvais... la posture que je pouvais prendre par rapport à ça. On apprend nos métiers aussi. Enfin, moi, je crois que, et puis surtout, moi, je crois que j'ai commencé en ayant une envie de faire ce métier, mais pas grand chose à raconter en réalité. Donc, je pense que ça prend beaucoup de temps avant de savoir ce qu'on veut faire. Donc, ça a beaucoup évolué. Oui, beaucoup. Qu'est-ce qui a le plus évolué d'après toi? Si tu vois la Marine d'il y a 16 ans et celle d'aujourd'hui, ce qui ressort le plus pour toi, c'est quoi? J'ai plus peur de la page blanche. Ok. Ça joue beaucoup. J'ai plus peur d'écrire en fait. Ah oui. Mais ça c'est à cause de Vulgaire, parce que en fait comme j'ai un podcast, je l'ai toujours, mais je fais plus la même chose maintenant avec. Mais avant ça sortait tous les lundis, donc il fallait que j'ai écrit un truc de 1 quart d'heure, 20 minutes tous les lundis sur un sujet que je ne connaissais pas à la base. Ça fait que j'avais pas le choix, j'avais pas le temps de me poser la question de est-ce que je vais trouver des blagues, il faut que j'y aille. L'année dernière j'étais sur France Inter, j'avais une chronique tous les jours du lundi au vendredi. Il y a pas de question en fait à un moment, et tu dois le faire, donc tu le fais. Et donc aujourd'hui c'est vrai que j'ai pas peur de pas avoir d'idées. Ça c'est un gros truc, ça change beaucoup, parce qu'au début je voyais l'écriture comme quelque chose de sacralisé, et je me disais toujours je suis pas assez drôle, je suis pas une punchlineuse, je suis pas... Et en fait aujourd'hui je le pense toujours, mais au moins j'écris. Ouais, si tu fais des punchlines quand même. Quelques-unes, mais pas tant. Tu trouves pas autant que... Ouais. Non, pas tant. Moi, je suis pas une grosse punchlineuse, non. Alors, est-ce qu'on peut devenir une humoriste à succès sans être une punchlineuse? Ça, je sais pas. Est-ce que j'ai du succès? Oui, tu as du succès. Alors, si tu estimes que j'ai du succès, un peu.
Oui, je pense. Puis surtout, en fait, faut pas penser. Enfin, je pense que faut pas penser ce métier en termes que de blagues. C'est pas que ça, notre métier. C'est aussi, c'est de l'humain, c'est de l'expérience, c'est de l'envie, c'est de la persévérance. Ouais. Et c'est un lâcher prise. Et ça, après. Il y a plein de choses qui nous échappent. Enfin, je veux dire, moi, le plus gros succès que j'ai fait dans ma vie, c'est Vulgaire. Pourtant, c'est un truc que j'ai fait sans conviction. Enfin, non, j'étais contente de le faire, mais je l'ai fait parce qu'il y a eu le confinement. C'était pas ça que je voulais faire. Pour moi, et mon podcast a cartonné beaucoup plus que le spectacle, alors que je pensais vraiment que le spectacle serait ce spectacle qui ferait de moi une personne beaucoup plus reconnue dans le métier. Donc en fait, c'est un peu de chance, c'est un peu de moment, c'est un peu de... Je sais pas, je réponds plus à la question, j'ai l'impression, mais... Si, tu réponds très bien à la question. Moi, alors pour te connaître, pour t'avoir vu évoluer au fil des spectacles... Ouais, c'est vrai, avec immensément de fierté. Bien sûr, à Avignon en particulier. 2012. Exactement, ouais. Je me souviens parce que j'étais déjà un peu perverse à l'époque et tu te souviens que je te piégeais. Il y avait des moments, tu sais, où tu m'avais demandé d'éteindre les lumières puis de les rallumer et tu savais pas exactement à quel endroit de la scène j'allais les rallumer. Non, je me rappelle et ça t'obligeait à courir d'un point à un autre. Ça rendait quelque chose de très marrant parce que c'était un moment d'improvisation. Oui. Mais bon, voilà. Bref. Du coup, t'as arrêté la régie, en fait. J'ai arrêté la régie parce qu'apparemment, c'était pas ça qu'il fallait faire. Voilà. En fait, on n'est pas censé décider soi-même sur le moment de qu'est-ce qu'il faut allumer, pourquoi et comment. Mais bon, c'est métier passion, c'est métier vocation. Hein, oui, c'est ça. Un moment, c'est un métier. En fait, il faut respecter l'artiste, tout ça. Non, surtout ce que j'ai remarqué, moi, dans ton cheminement, sur le fond de ton écriture, c'est l'engagement. J'ai l'impression que tu as eu davantage envie de t'engager sur des questions sociétales. Est-ce que je me trompe quand je dis ça ou est-ce que non, ça paraît juste pas. C'est vraiment ce truc d'avoir des choses à raconter. C'est aussi ma vie qui ont fait que en fait moi je suis une femme lesbienne. En 2012 je le savais mais j'avais pas du tout envie de le dire. Et surtout je voulais que personne ne le sache. J'ai été célibataire longtemps, du coup, puisque personne ne le savait. Ne le sachait. Exactement. Mais oui, en fait, disons qu'il y a des choses que j'aime. En fait, je me rends compte, avec le temps, que ce métier aussi, il n'y a pas beaucoup de gens qu'on paye pour parler, quoi. Et donc il faut aussi utiliser ce temps-là, pas que pour dire la merde. Alors oui, par exemple ma dernière chronique sur France Inter, c'était pour dire que les chats de mes voisins chient dans mon jardin et ça me fait chier. Bon, là on peut pas parler d'engagement. Ouais, mais c'est vachement clivant comme sujet. T'as les gens qui ont le même problème, t'as les gens qui eux ont des chats. Merci. Du courrier. Non, pas du tout. Personne ne m'a écrit. mais je veux dire, il y a ce type de chroniques qui sont un peu futiles et en même temps c'est du quotidien et c'est de la vie et donc forcément voilà. Et puis après, il y a celle que je fais parce que à côté de chez moi, il y a l'école de mon enfance qui va fermer une classe parce que oui, je suis LGBT et c'est hyper dangereux d'être LGBT aujourd'hui et ça l'a toujours été. Mais quand tu le sens, quand tu connais des gens ou quand Emmanuel Macron dit que je sais pas, Gérard Depardieu rend fier la France. Oui, en fait, il y a des gens j'ai une plateforme, donc je le fais. Après, je vois aussi avec le temps que j'ai quand même peur un peu. Okay. Par exemple, toi, tu dis beaucoup plus de choses que moi. Enfin, je suis beaucoup moins engagée que des gens comme toi ou comme Christine Béroux, où finalement, il y a ce que tu veux dire et puis il y a réussir à dealer avec la merde qui vient avec. Et ça, moi, j'en suis pas du tout. J'ai pas du tout envie de gérer ça. Mais c'est ok. Ça dépend. On peut ne pas avoir envie de s'exposer à ça, de dealer après. Il y a cette envie, et puis après, il y a toi, éthiquement, qu'est-ce que t'en fais ? Qu'est-ce que t'as envie de dire ? Justement, si je te dis, j'ai une plateforme et il y a des gens qui payent, ou il y a des gens qui peuvent m'écouter, en tout cas, on me donne un micro, et des gens écoutent, est-ce que, à quel moment, si tu veux, tu te dis que tu dois faire les choses mais en même temps il faut aussi se protéger sinon tu vis pas en fait donc où est ta limite mais peut-être que un peu plus de radicalité me ferait pas de mal, je pense. Ouais. Par exemple, tu disais que en 2012 tu voulais absolument pas parler de ta sensibilité.
et en l'occurrence du fait d'être Ma lesbienne. sensibilité. Ah, d'accord. Parce que j'aime pas dire sexualité en fait. Moi, je préfère dire homo-sensible et hétérosensible parce que je trouve que ça ne se limite pas à la sexualité. Ok. Et que voilà, et donc ça m'agace parce que ça permet aussi de caricaturer les gens dans leur vécu. Et bon, bref. En tout cas, tu voulais pas du tout en parler en 2012. Et aujourd'hui, c'est un pas qui est franchi. Est-ce que tu te souviens comment est-ce que la bascule s'est faite ? Absolument. Ça s'est fait à la Nouvelle Scène. Qui est un théâtre que j'adore, dans lequel j'avais un plateau qui s'appelait le One Match Show, qui était le plateau de mademoiselle.com, où je recevais des artistes toutes les semaines, tous les mois. Et en fait, au tout début, quand je faisais ce plateau, j'écrivais toutes les transitions, la façon que j'avais d'écrire et tout ça, pour tout le monde et tout ça. Et puis, le temps venant, en fait, plus ça allait, plus je montais sur scène en n'ayant rien de spécial à raconter. Et un jour, je monte sur scène, et donc ça pouvait être un peu long, tu le sais. Comme on savait quand je montais, mais on savait pas quand je descendais du Et plateau. t'improvisais du coup ? Complètement, ouais. Mais avec ça pouvait être des trucs genre, par exemple, ma grand-mère est décédée, je reviens de ce truc-là, c'était un grand drame dans ma vie, mais je reviens, je raconte l'enterrement de ma grand-mère, les gens rient, je me dis ah ok, il y a quelque chose à en faire, et donc tac, ça devient un sketch dans mon spectacle, mais parce que ça devient une base, et voilà. Et un jour, je ne sais pas je peux pas vous dire pourquoi et quel était le sujet, mais je suis montée sur scène et j'ai raconté un truc qui m'est arrivé, et un truc d'amour, je sais plus ce que c'était. Et donc en fait c'était un coming out, mais c'était pas un coming out, c'était pas genre ok donc là maintenant je vais te dire que je suis lesbienne. Non, c'est juste j'ai raconté un truc de ma vie, et il s'avère que c'était la sincérité voulait que je raconte le truc, et c'est en sortant, les gens m'ont dit ça fait du bien. Ça fait du bien que des gens comme toi parlent et tout. Et j'avais pas pris conscience que j'avais vraiment fait un coming out, en fait. Donc voilà, donc ça s'est fait là. Et la crainte d'en parler s'est transformée en satisfaction de voir que c'était utile. C'est ça qui a fait que tu as continué ou pas ? Oui, et puis aussi en nécessité. Enfin, je veux dire, si aujourd'hui je raconte pas, c'est quand même une grosse partie de ma vie. Enfin, je veux dire, je suis paxée, je vais me marier, je suis en couple, j'ai une maison, en fait, si je raconte pas ça, en fait, je m'empêche de raconter toute une grosse partie de ma vie. Et oui, après je vais faire que de l'humour, je peux faire de l'humour politique, et il y a plein de gens qui me parlent jamais d'eux, et c'est très bien pour eux, mais moi j'aime bien. Donc, ouais. Qu'est-ce qui fait que tu penses que ton humour est fondé plutôt sur ton existence, sur ta vie, et pas sur le monde extérieur, puisqu'il y a beaucoup d'humour de commentaires, entre guillemets. Alors, un peu plus maintenant, parce qu'avec France Inter et les chroniques d'actu, l'année dernière, je faisais des chroniques sur des objets, donc en fait, c'était pas, je pouvais faire de l'actu, mais c'était quand même léger. Cette année, c'est beaucoup, on me laisse, c'est beaucoup plus large. Je parle de ce que je veux, mais sur les remplacements que je fais de Daniel Morin, donc à 6h57, c'est de temps en temps. Là, j'ai fait peut-être 4 semaines cette année. C'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est beaucoup, 4 semaines. Daniel, il fait de l'actu. À ce moment-là, à cette heure-là, t'es la première personne à parler qui fait de l'humour sur France Inter. C'est bien de faire de l'actu sur ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est aussi quelque chose, en fait, où je me suis dit, ça fait du bien de m'intéresser au monde et de faire du commentaire, en réalité. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. J'ai bien aimé pouvoir, là, sur les 2 dernières années aussi, changer un peu de fusil humoristique. Voilà, merci. Je savais pas comment le dire. Donc ça m'a fait du bien et tout, mais là, par exemple, avec Vulgaire, ça m'a fait du bien aussi de parler d'autres choses, en fait, de pas parler de moi, de parler de moi sans parler de moi, mais sans être le sujet. J'ai adoré, mais là, je pense que je vais faire un nouveau spectacle dans pas longtemps, et donc je sais que je vais me baser sur moi. Mais pourquoi plus sur moi que parce que ça me semble plus facile, peut-être. Parce que c'est une matière plus immédiate, ouais. Je sais pas, c'est plus immédiat, c'est ce qui me fait rire en ce moment, c'est ce qui. Mais c'est peut-être aussi parce que là, depuis longtemps maintenant, j'ai beaucoup écrit ces dernières années, et que au final, il y a des trucs qui me sont arrivés dans ma vie qui ont fait que j'ai senti que j'avais besoin d'en parler. Par exemple, là, donc avec ma compagne, on est en parcours PMA. Elle a fait une fausse couche. Je voyais bien que j'étais complètement bloquée sur mes chroniques où je voulais parler d'actu, et vraiment je passais des heures sur lemonde.fr et tout, et j'étais là, je ne comprends pas, rien ne m'intéresse et tout. Et pourtant j'ai pas de problème avec la page blanche, donc j'écrivais des débuts, je disais et en fait
j'ai eu envie de parler de ça, j'en ai parlé, j'ai écrit la chronique en une demi-heure. Et je me suis dit, ok, bon, j'étais bloquée parce qu'il y avait quelque chose dont j'avais besoin de parler. Donc finalement, je pense que c'est... Mais c'était une chronique drôle. Oui, normalement. T'as réussi à normalement, faire... Non, ouais. mais en fait, au sens... donc, t'as décidé que tu pouvais rire avec ça Bah, j'ai décidé... Moi, oui, je décide dès le début. Hein. Moi, j'ai fait des blagues dans la salle où on nous a annoncé que c'était terminé. Donc, non, c'est celle qui décide si j'ai le droit d'en rire, c'est Elisa, c'est ma meuf. D'accord. Elle était OK. Elle était OK. Pour que tu partages ça, justement. Je raconte rien d'elle si j'ai pas son aval. Ouais. D'accord. Ouais. Comment tu fais pour être drôle ? C'est-à-dire, techniquement, c'est rien. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui fait que tu vas dire, tiens, là c'est marrant, là c'est pas marrant ? Est-ce que tu as des architectures de blagues particulières, des constructions de vannes, enfin, une façon de dire les choses Je peux pas te dire, j'en sais rien. J'ai pas du tout analysé... ta façon d'être drôle ? Non, pas du tout. Tu saurais pas dire, par exemple, en fonction de si tu fais des vannes sur toi ou plutôt de la vanne de commentaires, si ta technique change ou si c'est vulgaire, tu sais pas du tout. J'en ai aucune idée. Je peux pas du tout te dire. Mais t'amènes quand même des images surprenantes ensemble. Moi, j'avais noté Rasputin, c'est Walking Dead, comme la carrière de Manuel Valls. Donc dans une même phrase, tu nous mets... Je pense que c'est pas une blague de moi. Je pense que c'est une blague de mon co-auteur. Ah d'accord, ok. Mais d'accord. Donc c'est lui qui produit ce type d'image un peu explosive. Ça peut. Bah, en fait, moi là, quand je fais mes chroniques ou mes spectacles, souvent j'ai un co-auteur qui vient après et qui rajoute de la punchline. Et donc, je pense que Manuel Valls, c'est moi, Walking Dead, c'est lui. Enfin, je pense que c'est quand même lui une grosse partie sur cette blague-là. Il y a 3 rêves qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, 3 univers différents dans la même blague. Moi, je trouve ça... Ouais, tu vois, c'est aussi une marque de fabrique. C'est comme Walking Dead, c'est comme la garde, c'est Walking Dead, c'est comme la garde de Manuel Valls. Tu crois que c'est terminé, mais il revient toujours. Ouais. Je sais plus en fait. Je sais pas, mais bah oui, c'est pas mal. Donc toi, tu fais l'architecture et lui ramène comme ça. J'aime bien quand je parle de. En fait, aujourd'hui, maintenant, ce que je fais, c'est quand sur Vulgaire, je fais de l'histoire. Ouais, j'aime bien le ramener à aujourd'hui. À pourquoi c'est marrant aujourd'hui. Ça me. Et donc c'est un anachronisme, par exemple. Ça, c'est une technique humoristique. Ça, c'est oui. Ouais. Mais moi, je l'analyse pas du tout. Enfin, je suis pas du tout. Une analyseuse de blagues. Ouais, tu j'ai pas une passion. Moi, j'ai pas une passion pour les blagues, en fait. Très bien, on va te laisser. Non, mais tu vois, je sais. Par exemple, toi, je sais que t'es passionné par ça. Tu peux passer des heures à réfléchir, à dire attends parce que là il y a cet angle et ça. Moi, je suis pas du tout. C'est peut-être mon erreur. Non, bah non. Mais il y a des gens qui sont passionnés par la trajectoire d'une blague, de son point de départ à la fin. T'es pas une technicienne, en fait. Moi, je suis pas du tout une technicienne. Moi, je suis une. Tu parlais de sensibilité. J'ai l'impression d'être sur un truc sensible. Et moi, je suis plus dans du moment que dans de la technique. Je suis pas technique. Il y a du récit aussi. Il y a une volonté de raconter une histoire avec Vulgaire sur scène. En fait, avec Vulgaire, et de l'incarner aussi. Mais Vulgaire, c'est pas un choix non plus. C'est-à-dire que Vulgaire, c'est un podcast que je fais parce que le confinement arrive et que moi, j'ai plus de travail et que je sais pas comment faire pour continuer mon métier sans être sur scène. Donc en fait, il y a plein de gens qui ont fait. Tu l'avais fait toi de faire des vidéos tous les jours ? Moi, j'ai fait des vidéos, mais pas tous les jours. Je faisais des vidéos toutes les semaines ou toutes les 2 semaines avec Caroline. On les a faites ensemble. Bah ouais, c'est vrai. Bah il y a des gens qui se sont dit moi je vais me donner ce cadre-là, alors que moi je me suis dit en fait je sais pas quoi faire en fait de mes journées. J'ai fait tout mon ménage et j'ai fait voilà. Je fais du pain là, ça y est. Non, j'ai pas fait le pain, mais en fait tu vois, je me dis ok, ça c'est bon. Qu'est-ce que ensuite comment je vais m'occuper quoi, et comment je peux continuer à parler aux gens et en me disant il va nous falloir 2 ans pour remonter sur scène. Et donc c'était vital. Fallait d'abord que je m'occupe, je pense. Ouais. Mais c'était, t'en avais besoin, envie. Je pense que j'avais besoin de créer des trucs, ouais. C'est une manière de maintenir le lien aussi, ouais. Oui, mais en fait, ce qui a été, pourquoi je pense que Vulgaire a marché, c'est que justement, je ne l'ai pas adressé vraiment. C'est-à-dire que je l'ai fait à un moment où moi, dans ma vie, ça allait bien parce que depuis pas très longtemps, j'avais une copine et que donc où c'était réciproque, c'était sain et c'était pas dans de la passion et des trucs. Donc en fait, je pense que ça a remis le travail à sa place du travail. Ça, c'était la première chose. Et après, c'est que je l'ai fait sans savoir si j'allais le sortir ou pas. Je me suis dit, je le fais, je me donne cet objectif. Ok, j'en fais un. Ok, on me dit que c'est pas mal. Ok, j'en fais un deuxième. Ok, donc je pense que je peux en faire 20 pour la fin de l'été. Ok, je vais essayer, on va voir. Mais en fait, ça veut dire que je l'ai fait sans savoir si vraiment ça allait être écouté, sans savoir si... et sans me dire... donc je pense que c'est pour ça que ça a marché, en fait, en vrai. Et du coup, sans pression. Et du coup, parce que personne t'attendait exactement. Là-dessus. Ouais.
sans pression de rendement, etc. Et après, bon, bah, si c'est venu le rendement, Oui, il y a un moment où... à un moment, j'ai abattu du... Avec le public, quoi. Ouais. Le public t'a mis cette pression-là. Non, moi-même, toute seule. Ouais. Parce que d'un coup, tu deviens ton propre patron, donc c'est autre chose. Enfin, c'est... Ouais, c'est une autre démarche, oui. Voilà. Qu'est-ce qui t'amuse le plus dans ce que tu fais aujourd'hui ? Bah, je sais pas. Je peux pas te répondre. Mais D'accord. c'est fun. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui t'amuse ? Ouais. déjà Ça dépend des fois. Je pense que là, en ce moment, je suis dans un truc de palier de vie où, pour moi, c'est de plus en plus douloureux de devoir... En fait, être sur scène, j'adore, mais tout ce qu'il y a autour, je n'en peux plus. J'en peux plus d'aller... c'est horrible, hein, mais j'en peux plus de prendre le train, j'en peux plus de sortir de chez moi, j'en peux plus d'être fatiguée, j'en peux plus de devoir créer. Je pense que là, j'ai besoin d'un temps de... allez, on va se poser, on va réfléchir avant de faire un burn-out. Je pense qu'il y a un truc comme ça de se calmer et je sais pas si vous avez lu, je pense que oui, mais... Comme par magie d'Elisabeth Gilbert, qui est un livre sur la créativité, moi, qui a changé ma vie. Et elle dit tout le temps, n'attendez pas de votre créativité qu'elle vous rémunère ou qu'elle... Et je pense que moi, je suis à un moment où, en fait, je sais plus ce que je fais parce que je le fais pour moi ou parce que ça me rémunère. Et je pense que parfois, et je pense que j'ai besoin d'un temps pour recréer des choses parce que ça me fait vibrer. Ouais. Et tu parlais d'un prochain spectacle, tu travailles déjà ? Non, j'ai juste réuni des textes et des petites choses mais j'ai une date. Donc il va falloir que je fasse un truc à un moment. Et comment tu fais justement ? Alors explique-nous comment tu prépares un spectacle, même si t'es au tout début là. Comment tu... Mais surtout qu'il va être très différent de Vulgaire parce que... Il va être très différent de Vulgaire. En fait, je peux pas tellement te dire parce que j'ai beaucoup de matière parce que j'ai fait beaucoup de chroniques et que donc là-dedans je me suis beaucoup raconté et surtout et je pense qu'il y a de quoi en faire des trucs. Donc là, pour l'instant, en fait, j'en suis juste à l'étape où j'ai pris tout ça et je l'ai mis dans un fichier et voilà. Et t'as 278 pages de blagues. Il y a vraiment beaucoup de pages. Bah oui. Et pas que de vannes, non, pas que de vannes. Et en fait, j'ai vraiment pris toutes mes chroniques et j'ai regardé ce que je trouvais intéressant dans mes chroniques. Donc j'étais là, bon, ça oui, ça non, ça. Bon, donc déjà, j'ai tout ça. Et après, il y a tout ce voilà, je me dis là, je vais me marier, je suppose que je vais avoir des choses à raconter. En fait, je me suis aussi dit, peut-être juste là, moi, ma technique pour l'instant, ça va être juste de me dire, je fais rien. Et puis, je pense qu'il y a un instinct de survie de la blague aussi, et que j'ai une date en septembre pour créer des nouvelles choses. J'ai pas peur de faire 50 minutes sur scène, même si j'ai que 20 minutes. On verra ce qui va se passer. Ouais. Donc, je sais pas vous comment vous travaillez, mais... moi, je pars avec 278 pages de tas de machins qui ont rien à voir avec les autres, les uns avec les autres. La dernière fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trier les trucs en me disant ça, c'est plutôt un sujet pour une vidéo, ça, c'est plutôt un sujet pour un bouquin que j'écrirai jamais, ça, c'est plutôt un sujet de scène et un traitement de scène. C'est comme ça que j'avais démarré. Mais après, on a chacun et chacune sa méthode. Et après, j'écris un TEDx. C'est-à-dire que j'écris tout le fond de ce que je veux dire et au fur et à mesure, je rajoute des blagues, ce qui fait que le spectacle, mais même une fois que je le joue sur scène, il est plus drôle à la fin de son exploitation qu'au début parce que je l'ai ajusté et que j'ai vraiment rajouté des blagues jusqu'à la fin. Et voilà, j'arrête de jouer quand j'ai fini de rajouter des blagues. Ça y est, fini. Et sur les vidéos, moi, je fine-tune les blagues, c'est-à-dire en fait, elle me lâche un sujet et elle me laisse raconter tout ce qui me passe par la tête jusqu'à ce que ce soit et je marrant. Fais ça, oui. Ça, voilà. C'est ton chat GPT, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. En plus marrant. Parce que ChatGPT tout seul est pas très marrant. Il va s'améliorer, tu sais. Oui, il s'améliore et on le forme pour ça. Je pense que ça y est, on est plusieurs à utiliser ChatGPT comme co-auteur ou comme... En fait, j'ai eu une conversation avec toi où tu me disais, mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un... Enfin, ChatGPT, c'est vraiment comme un... Je sais pas si tu as envie de raconter ça dans ton podcast. Mais allons-y, racontons. Mais en fait, que tu t'en sers comme limite d'un co-auteur, en tout cas quelqu'un avec qui avoir un ping-pong. Ouais. Et je me suis dit, intéressant, je vais essayer. Et vraiment, tout a été d'une nullité terrifiante. C'était nul. Et j'étais là, si c'est pour être encore plus nul que moi, ça sert vraiment à rien d'utiliser des verres d'eau. Moi, je m'en sers pour une V1 qui sera forcément pas la bonne. C'est-à-dire, je m'en sers pour me flécher le truc qu'il ne faut pas faire. Donc, je dis à ChatGPT, tu ferais quoi, toi, pour que ce soit marrant, ou tu ferais quoi comme première version de scénario? Pas du tout. Il m'en fait une. Je me dis, du coup, ça...
c'est pas Ah oui, ça. alors que moi, je le brief Je trouvais de ça façon intéressant. très serrée. C'est-à-dire Mais que comme moi je l'interroge sur des sujets psy, j'espère qu'en fait du coup le mec m'emmène pas dans le mur directement. Mais c'est Le pareil, moi, mec. sur Le les mec. sujets. C'est un mec. Ouais, Moi, si j'ai j'ai décidé que c'est un mec. si j'ai des sujets psy, c'est pareil. En fait, je lui donne plein de références avant de l'interroger. Enfin, et moi, c'est un peu mon stagiaire. Enfin, en psy, c'est vraiment un père aidant, un PIR. Et en humour, c'est mon stagiaire. C'est-à-dire que je vais lui dire, par exemple, si je vais bosser des blagues, je vais lui dire fais une recherche dans le registre de tel et tel et tel humoriste pour être sûr que c'est pas une blague qui a déjà été faite par ce genre d'humoriste, par exemple. Ou alors je vais lui dire pour être sûr de me différencier, par exemple, de gens qui font des choses proches de moi sur les thèmes, je vais dire dis-moi comment, je sais pas quoi, si je fais un truc sur les enfants, dis-moi comment Marine Leonardi traiterait ce sujet-là. Comme ça, moi, je prends un angle différent. Enfin, tu vois, c'est vraiment mon stagiaire, quoi. Ouais. Et après, effectivement, parfois, je peux lui dire trouve-moi 5 blagues sur ce sujet-là. Il y en a 0 qui est bonne et utilisable en tant que telle, surtout pour la scène, puisque ChatGPT ne fait pas de scène, donc n'a pas cette expérience-là. En revanche, moi, ça peut faire germer une idée. Parfois, c'est plus facile d'écrire en réaction que en partant d'une Mais page c'est vide, ça, en quoi. fait, c'est ce que je disais. Parfois, ça te fournit aussi une V1. Une premier Pas une V1. truc. Non, pas. Mais Parce qu'il n'y a disons, rien d'exploitable en général. Mais, Premier truc qui t'évite la page blanche, en fait. C'est-à-dire mais que j'ai tu jamais dis, la page blanche, moi. T'as pas de page Non, blanche. j'ai pas de page blanche. Par contre, parfois, je suis fatiguée, je trouve pas le bon angle, je galère. Puis en fait, je sens qu'il y a un truc qui est bloqué là-haut. Merci le TDAH. Je sens que mon registre humoristique est bloqué à un endroit alors que je sais que je peux ouvrir. Et donc là, je lui dis ouvre sur d'autres trucs. Et là, ça me permet de... Ah oui, tiens, là, il y a un angle. Et là, je rebondis sur l'angle et même je le dévie un peu, mais et je fais autre chose. Mais surtout quand tu dois écrire beaucoup et régulièrement, voilà, c'est un bon stagiaire, je trouve. Mais il faut le former, c'est un stagiaire. C'est intéressant. Voilà. Mais bon, et je lui ai quand même aussi demandé il est aussi mon militant écolo, donc je l'ai formé aussi là-dessus. En lui disant, je lui dis, si tu étais un militant du climat, tu dirais que nos conversations représentent combien, tu vois, quelle empreinte carbone. Et il me fait un équivalent en fraises produites en hiver. Donc là, l'ensemble de nos conversations, depuis que je l'utilise, c'est une demi-fraise produite en hiver. Je fais ça, moi, avec le poids, quand je perds du poids. Je convertis mon poids en poids de clémentine ou voilà, et après je regarde le prix au kilo, et quand j'ai perdu, je sais pas, 10 kilos ou j'en sais rien, je me dis, j'ai perdu quand même, je sais pas si c'est 2,50 € le kilo de courgettes, je me dis, 25 j'ai euros. perdu 25 € de courgettes, et je trouve que c'est gratifiant. C'est assez gratifiant. Je trouve. D'accord, très bien. Je trouve que c'est plus gratifiant. Ouais, d'accord, ouais, c'est pas mal. Mais par exemple, juste sur l'écriture et tout ça, sur la créativité, c'est assez marrant parce que donc, je fais aussi Petit Vulgaire, donc pour les enfants. Et je fais aussi, là je viens de sortir un podcast avec France Inter qui s'appelle Les aventures de Professeur Caillou. Et en fait, c'est assez marrant parce que comme je n'ai aucune pression par rapport au truc pour les enfants, ça me prend pas très longtemps à écrire. Et en fait, c'est assez marrant parce que ça marche vraiment bien. Et même parfois, je suis là, j'ai l'impression que ça marche mieux chez les enfants, alors que je me galère vraiment à écrire des trucs pour les adultes. Mais je pense aussi que si ça marche avec les enfants, c'est parce que justement, il n'y a pas de... justement, mon propos est émancipé. C'est-à-dire que c'est vraiment... je m'interdis rien, je me demande pas comment ils vont me juger, et puis les enfants ils disent que quand ils aiment, ou que s'ils aiment pas, c'est tellement précis, et t'as jamais un enfant qui va m'écrire pour me dire t'es vraiment qu'une grosse merde, t'es vraiment grosse, tu devrais faire du sport. Et en fait je pense que ce public là il est assez formidable, et je pense que j'ai une petite frustration, en tout cas aujourd'hui dans ce que j'écris ou dans ce que je fais, parce que je me dis j'aimerais bien réussir à trouver la liberté que j'ai avec les enfants avec les adultes. Et je pense que ceux qui réussissent dans ce métier vraiment, c'est des gens qui ont réussi ça. Ouais, qui trouvent cette liberté-là. Je pense. Ouais. Après, tu as aussi le droit de devenir la première humoriste pour enfants. Oui, mais en fait, c'est certes. Parce que c'est quand même une très grosse cible. Non, mais certes, et ça se renouvelle bien. Mais sauf que, est-ce qu'on est obligé de parler en cible ? Je suis pas certaine. Et aujourd'hui, moi, j'aime bien parler à des adultes quand même. donc voilà, c'est une envie. Et donc, bon, voilà. Ouais. Pour l'instant. Les enfants étant des petits adultes, voilà. tu vas forger un imaginaire. Mais en même temps, est-ce que c'est très étonnant ? Parce que tu as ça, en fait. Je trouve que dans ta personnalité comique, il y a quelque chose de volontairement très enfantin, très naïf, très imagé.
Et c'est pour ça que ça me paraît évident que ça fonctionne naturellement avec des enfants. Bah, c'est sûr que quand je vois les chiffres de petits vulgaires, je me dis, je m'embête quand même beaucoup. En même temps, les enfants, ils sont assez exigeants. C'est-à-dire qu'en fait, si la réponse que tu leur fournis n'est pas pleinement satisfaisante ou qu'ils n'ont pas bien compris, ils vont te le dire. Moi, cette semaine, mon fils m'a dit, c'est quoi la LGBT-phobie ? Il a 10 ans. Ah ouais. Ben voilà, on a expliqué. Amuse-toi. Voilà, mais c'est compliqué parce qu'il faut réexpliquer pas mal de choses. Il y a tout un contexte, c'est vraiment tout un... Ouais, mais on y va. Évidemment, il faut répondre. Hein, donc voilà, on espère qu'on fait bien. Il a quel âge ? 10 ans. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as un petit vulgaire pour lui ou pas ? Non, j'ai des vulgaires. Mais j'ai pas de petits vulgaires. J'ai fait des sujets quand même pas faciles en petit vulgaire. J'ai fait la mort. J'ai fait la puberté. Bon, ça c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Quentin Thiriot, mais j'ai quand même voilà. Et j'ai fait comment on fait les bébés. Ça c'est vraiment le plus technique. Hein, pas se mentir. Enfin non, la mort était plus technique, mais comment on fait les bébés, technique aussi un peu. C'est hyper bien. Hein. Ouais, hyper bien. T'es un vrai support de parents. Ouais, pour des parents qui pensent comme moi, parce que si t'es justement LGBT-phobe, je pense que t'es pas très content que tes enfants ils apprennent, parce que comment on fait les bébés, j'y réponds vraiment quoi, littéralement. Mais les enfants, je crois qu'ils sont contents quand on leur dit la vérité sur le sujet des abeilles qui vont acheter des graines dans un magasin et tout. Je crois qu'ils achètent pas longtemps, quoi. Tu vois. Oui, mais bon, aujourd'hui il y a tout un sujet sur avec les parents qui veulent pas qu'il y ait de l'éducation sexuelle et donc l'éducation sensible, pardon Olivia. Donc en tout cas, merci. L'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école. On émancipe beaucoup le propos là. On émancipe. Ouais. Donc voilà. Comment tu t'es adapté pour transformer Petit Vulgaire en spectacle pour enfants ? Puisque là, il va y avoir il y a le spectacle à Avignon cet été. Oui, absolument. Il y a le spectacle. Déjà, je suis pas dedans. C'est 2 comédiens qui vont jouer dedans. En fait, ça a été plus facile. Je sais pas si c'était plus facile ou pas que de faire l'adaptation vulgaire, Petit Vulgaire. De vulgaire adulte livre, spectacle adulte, vers spectacle, voilà. J'ai repris tous les textes qui marchaient le plus et je les ai réécrits pour 2 personnages. Ça permet de créer un rebond et c'est assez marrant parce que je l'ai mis en scène avec Nicolas Vital, c'est surtout Nicolas Vital, mais moi je suis quand même là aussi, surtout sur la création, enfin sur la direction d'acteur. Moi je suis nulle pour trouver, tiens on va mettre tel objet à tel endroit. Ça je suis nulle, mais j'aime bien diriger les gens, leur dire attends là, on a travaillé ensemble, tu sais. Absolument, tu as mis en scène mon premier spectacle, Mère indigne, et c'était formidable. À l'époque, elle avait pas de technique de blague, mais elle était exceptionnelle. Elle dirait la gosse. Non je rigole, t'as des techniques de blague bien sûr. Non, enfin j'avais ce que j'avais appris de Christine Bérou à l'époque. Comme nous tous et toutes. Comme nous tous et toutes. Notre mère à tous. Non, et ouais, donc on a créé ça. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est, j'arrête pas de leur dire, sois plus grand, faut jouer grand, il faut que ce soit sans justement, on parlait de ça tout à l'heure, sans entrave, jamais quoi. Ce qui va faire rire les enfants là, c'est pas tellement, en fait les adultes rient du texte, mais les enfants rient de l'attitude en fait, et c'est ça qui était intéressant. Mais ça a pas été compliqué. Ouais, je vais pas te donner pareil, comme je suis pas une technicienne, je peux pas t'expliquer ce que j'ai fait puisque j'ai pas les mots. Oui, mais en fait, miser sur l'attitude, par exemple, c'est une technique. Oui, c'est sûr. Miser sur des bons comédiens aussi, hein, surtout. Hein. Oui, miser sur de bons comédiens et bonnes comédiennes, c'est clair. Ok. T'avais travaillé avec ton frère sur Vulgaire, tu vas continuer ? Vous envisagez de faire des trucs ensemble ? On fait des choses ensemble parce que c'est lui qui fait tous les Petits Vulgaires, qui fait tous les montages de Petits Vulgaires, tous les génériques de tous les podcasts que je fais, etc. Sur un nouveau spectacle dont je pense que je vais partir toute seule. Alors j'ai adoré partir avec mon frère, c'était génial, mais là je vais parler en termes de productrice. D'être 2 sur scène, c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus compliqué, et donc là je vais revenir à un truc plus toute seule, parce que surtout si je fais du stand-up et tout, je crois que ça n'aura pas exactement sa place, etc. Mais oui, j'adorerais retravailler avec lui, et puis surtout je produis son spectacle, son podcast pour enfants qui s'appelle Club Citrouillade, donc on est en train de faire la saison 2 là, depuis longtemps maintenant. Mais c'était chouette de pas être toute seule sur scène, de pas être toute seule en tournée aussi, d'être
c'est intéressant d'avoir un retour concret sur avec aussi quelqu'un qui vit le spectacle en même temps que toi. Enfin, j'ai vachement aimé ça parce que en fait j'ai fait que des choses toute seule moi. Donc d'être d'un coup pas toute seule à déprimer ou pas toute seule à manger après, enfin, ça change beaucoup de choses quand même. Oui, les joies de la vie de tournée. Exactement. Non, mais surtout si tu te produis et tu t'autoproduis, etc., ça ajoute quand même pas mal de charges, de mental, enfin, je veux dire, de préoccupations. Oui, mais du coup, comme le truc, c'est que c'est mon frère, donc oui. un musicien normal, tu le mets dans une autre chambre. Moi, je dormais dans la même chambre que mon frère. On s'est vraiment tapé des trucs de tournée. T'es là, oh là là. Nos lits sont trop proches. On est trop vieux pour ça. Je crois qu'il y a un âge où effectivement, on commence à on arrête de dormir en famille. Ouais, c'est ça. Dormir avec son frère, c'est un peu bizarre. Qui sont trop grands, ils prennent trop de place surtout. C'est vrai. Ouais. Est-ce qu'il y a des sujets que tu refuses de traiter ? Des choses que tu trouves trop glissantes ou inutiles ou... Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu dis ah non, ça j'y vais pas ? Bah, en fait, aujourd'hui, moi, je pense qu'on peut parler de tout. Je sais pas si on peut rire de tout, mais je pense qu'on peut parler de tout. Et en fait, j'essaye de pas m'interdire de parler de choses, mais pour ça, il faut que j'ai les bonnes blagues. Si j'ai pas les blagues, je vais pas en parler. Donc là, en ce moment, je suis un peu affectée par tous les conflits, je pense tout le monde. La géopolitique est voilà. Un vrai en fait, sujet moi, c'est pas que je ne veux pas en parler, c'est que moi, ma machine à blagues, elle n'a pas trouvé les bons axes et les bonnes choses pour en faire quelque chose. Donc je préfère ne rien dire. Voilà. Mais... Tu peux parler de tout à condition d'avoir les bonnes blagues. Et les bons angles et les bonnes choses à dire. Et parfois, il peut ne pas y avoir de blagues, mais dans ces cas-là, il faut que le paquet cadeau autour soit très très bien, très très bien fait. Et pour l'instant, tant que j'ai rien, j'ai déjà essayé des trucs, mais ça me... Par exemple, là, j'ai écrit une chronique sur la transphobie ambiante, etc. Alors moi, je suis pas une personne trans, donc c'est pas quelque chose que je vis frontalement, c'est quelque chose que je constate et qui me blesse néanmoins. Et j'ai essayé d'écrire une chronique, j'en ai écrit une, mais franchement, je suis juste... En fait, si c'est juste pour dire c'est horrible, je suis dégoûtée, bah en fait, ça sert à rien. Donc, qu'est-ce que je peux apporter en plus ? Qu'est-ce que je peux amener de drôle ? Quelle blague va faire réfléchir ? Si j'ai pas les trucs, bon voilà. Donc il suffit pas d'être indigné en fait. Il faut faire progresser le schmilblick. Exactement. Il faut avoir quelque chose à dire d'intéressant et sur lequel tu es prêt encore une fois à assumer les conséquences, à prendre les coups qu'il y a derrière. Exactement. Ouais. Et pour tout ça, il y a plein de sujets que j'arrive pas à traiter. Est-ce que tu as un regard, j'allais dire critique ou en tout cas distancié par rapport au monde de l'humour ? Par rapport à ce qu'il était avant, à ce qu'il est aujourd'hui ? Ah bah il a vachement changé. Ouais. Entre le moment où j'ai commencé, le moment où tu as commencé, qui était pas très longtemps après moi, mais quand même un peu, le moment où aujourd'hui, en fait là moi maintenant, j'ai hyper peur d'être une grosse ringarde. Ouais. Ah bah ouais. C'est quoi ringard ? Bah en fait j'ai hyper peur d'être comme moi. Parfois je regardais certains artistes qui n'ont pas pris le tournant, qui avaient 40 ans et je les regardais et je me disais oh là là. Oh mon Dieu. Oh non. Et en fait, là, je vois toute cette nouvelle génération qui arrive et que je connais pas. En fait, déjà, juste, je les connais pas. Qui sont là où, tu sais, des fois, tu croises, mais c'était il y a un moment, mais genre, à un moment, Shirley, elle avait fait des trucs au Barbès et des vidéos. Et moi, j'avais participé à un truc et j'arrivais, il y a des gens qui faisaient du stand-up depuis 6 mois qui me disaient, et donc, toi, t'as commencé quand ? Je disais, moi, j'ai commencé il y a 10 ans, en fait. Voilà. Et en fait, et je les connaissais pas, ils me connaissaient pas. Et en fait, du coup, il y a un côté où c'est assez rigolo aussi de voir. Et puis, moi, quand j'ai commencé, j'ai fait genre la première année du Paname ou la deuxième année du Paname. Donc, en fait, on y allait, on avait le Paname, un bar à Paris, il y a une cave. Et dans cette cave, on jouait. Donc, moi, quand j'y jouais, il y avait un spectacle par soir. C'était Kevin Razik qui faisait la programmation avec Tariq Sedak. Il faisait ça, et Kevin faisait la régie. Et on jouait, c'était Nadia Rose, Bérangère Krief, Katia Doris. Il y a eu un tout petit peu Nawel Madani, pas très longtemps. Et après, il y a eu Julie Villers aussi. J'espère que j'oublie personne. Bref, peut-être Bérou aussi était là. Ouais. Peut-être. Et peut-être Sonny Chan aussi ?
peut-être, mais au tout début, on était tout le temps les mêmes. Ouais. Et en fait, quand on y allait, il y avait ce spectacle et à la fin, on avait à manger, donc on nous offrait un repas entier, etc. Et avec le chapeau qu'on se partageait. La deuxième année, il n'y avait plus de repas. La troisième année, quand on demandait de l'eau, c'était un peu relou. Et aujourd'hui, c'est des spectacles de genre 18h à 1h du mat avec des mecs qui ont le droit de faire des passages de 3 minutes et moi je suis là wow. En fait c'est tellement brutal. Pas la même industrie que c'est intéressant à constater. Et en fait moi par rapport à ça, quand je dis que j'ai peur d'être ringard, c'est que j'ai peur d'être dépassé, c'est que j'ai pas les armes. Et quand je vais jouer parfois, il m'est arrivé, c'était il y a longtemps maintenant, mais je suis allée jouer au Fridge et on m'a dit est-ce que tu veux bien présenter la soirée? J'ai dit mais oui, avec plaisir et tout. Et en fait je présente, et moi je pensais que j'allais passer une bonne soirée avec des humoristes. Non, les gens, j'ai été toute seule en loge pendant toute la soirée et les mecs ils arrivent, ils font leur passage, ils vont dans un comédie club. Moi quand j'ai appris mon métier, je l'ai pas du tout appris comme ça. Donc c'est assez intéressant de constater ça. C'est pour ça que j'ai pas mal de respect pour tous les humoristes, des gens comme Anne Roumanoff ou Gad Elmaleh, en fait, qui vont encore faire exactement chercher et qui sont quand même très actuels dans leur façon de travailler leurs blagues. Moi, je trouve ça très impressionnant parce que... Mais c'est inévitable. Hein. J'ai repris les comédie clubs et effectivement, c'est un bain dans lequel il faut être. Après, ça dépend qui t'as aussi envie d'avoir en face de toi. Mais ça aide à rester à la page, ne serait-ce que d'écouter les autres. Pas forcément. Regarde, une Nora Hamzaoui ne fait aucun plateau. Bérangère Krief fait aucun plateau. Ça veut pas dire qu'ils sont pas dans le bain, ça veut pas dire qu'ils font mal leur métier. Non. Mais ça veut dire que c'est une façon de faire ce métier. C'est une façon de faire ce métier, ouais. Mais je pense que, en tout cas... Oui, les gens qui vont dans les comédie clubs sont globalement, je trouve, plus jeunes que les gens qui achètent des places en salle. Donc tu y vas effectivement si tu as envie de rester à la page de gens assez jeunes et que tu veux arriver à faire rire des gens. Parce que la majorité des gens que j'y vois, moi, sont entre 20 et 35 ans à peu près. Et effectivement, ouais, c'est un défi. Même quand tu es plus âgé, enfin moi je parle de mon âge sur scène, et donc je trouve très intéressant d'essayer de faire la passerelle entre eux et moi, et de trouver la bonne posture pour leur parler de moi. Oui. Et puis est-ce que c'est grave de parler à des gens qui ont notre âge? Ah non, c'est très bien. Hein. Moi, je trouve ça plus... Ils ont notre âge, le public des comédie clubs? Non. Ah non, clairement pas. Moi, ça y est, je crois que je suis passée de l'autre côté, c'est terminé. Ouais, j'ai 39 là. Et... les 40 plus en comédie club, où ils sont rares. Enfin, moi, maintenant, à chaque fois que je suis sur un plateau, ça fait partie de mon passage. Je fais un petit sondage sur les âges. Et effectivement, les 40 plus sont vraiment... si c'est 10 ou 20% de la salle, c'est beaucoup déjà. Mais vraiment, oui, pour moi, le cœur des gens qui y sont, oui, c'est ça. Allez, grosso modo, j'allais dire 18, mais même pas. T'as des gens même plus jeunes, des ados. Et le cœur, c'est des gars entre 20 et 30 ans. Et ils kiffent les vannes de daronne? Bah, ça dépend des jours, mais oui. Ouais. Récemment, j'ai beaucoup travaillé pour leur faire kiffer des vannes de daronne. Ouais. Mais j'en ai un. Franchement, rien que cette phrase, j'ai beaucoup travaillé pour leur faire kiffer des vannes de daronne. Oui. Phrase de daronne. 100 fois sur le métier, j'ai remis mon ouvrage pour parvenir. Parce que ça requiert un effort pour les faire kiffer des vannes de daronne. Mais tu sais pourquoi? Parce que, tu vois, et j'en ai encore un justement à la sortie du cartel. Le public a rigolé, etc. J'étais contente de mon set. Il y en a un qui est passé qui me dit un peu jeune, mais c'était bien. Hein. Je dis un peu jeune, c'est-à-dire qu'est-ce qui est un peu jeune, mes blagues, machin et tout. Il dit non, moi je suis un peu jeune pour vos blagues, mais j'ai trouvé ça bien quand même. Tu vois, c'est-à-dire qu'en plus ils ont ce truc d'évaluation. Et d'ailleurs, je sais pas si on le regardera dans le podcast, mais j'ai dû travailler ma tenue sur scène. C'est-à-dire que maintenant je viens en robe à paillettes, parce que sinon ça se voyait qu'on n'était pas de la même génération, et je voyais que je n'attrapais pas leur attention. C'est-à-dire que je pouvais dire n'importe quoi, je n'avais pas leur attention. C'était ressemble à ma daronne. Je commence à discuter avec mon pote. Et ça, je l'ai vécu plusieurs fois. Donc, je me suis dit, mon gars... Je vais arrêter les chemises bleues et les pantalons. Ouais, c'est ça. Mon gars, alors là, si tu crois que tu vas t'échapper comme ça... Olivia Moore en robe blanche et chaussures bleues. Bon, je passe de la robe blanche à la robe à paillettes. Ça va. Oui, mais quand même, c'est plus la même... Oui, c'est plus fun. Ah, c'est plus le même personnage. Le personnage a évolué, absolument. Ouais. Et on continue à y travailler. Il y a des questions que tu as envie de poser à d'autres humoristes? J'aimerais bien savoir comment les gens vont quand ils sont sur scène. Comment ils sont? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Pourquoi on continue alors que c'est douloureux? Tu vois, donc, toi, c'est douloureux sur scène? Non, moi, c'est ce que je te disais. C'est tout ce qui est autour. Sur scène, c'est merveilleux. Sur scène, c'est une sensation exceptionnelle.
En fait, là, moi, j'ai fait de la radio pendant 2 ans. J'ai fait quasiment que ça. J'ai fait quelques scènes, mais très très peu. Et j'adore la radio. Et j'ai l'impression que c'est même peut-être plus ma voix que la scène, j'en sais rien. Mais dès que je monte sur scène, je me dis j'avais oublié à quel point j'aime ça. Et donc ça m'intéresserait, comme moi j'oublie facilement à quel point j'aime ce que c'est que de ressentir la scène, j'aimerais bien savoir ce que les gens ressentent sur scène. Voilà. C'est une bonne question, tu vois. Ouais, c'est une super Bien conclusion. posée. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marine. Merci à vous. Merci Marine. Ça va, t'as passé un bon moment? Un très bon moment, le meilleur moment de ma journée. Écoute. Et pourtant, Et pourtant, elle a pris le train. C'était C'était déjà un très bon moment. Et il est que 16h. Merci beaucoup, Merci Marine. Marine, salut. Merci.